Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Libération le 29 juin de l'opposant camerounais Ni John Foudi. 24 heures après son enlèvement, le leader du Social Democratic Front, principal parti d'opposition, avait été kidnappé pour la deuxième fois en moins d'un an. La Cour constitutionnelle mauritanienne valide la victoire de Mohamed Ould Razouani à l'élection présidentielle du 22 juin. Le candidat du pouvoir remporte ce scrutin dès le premier tour avec 52% des suffrages. Et le projet de construction d'une centrale solaire est en cours d'étude au Zimbabwe, une infrastructure d'une capacité de 160 MW qui devrait permettre au pays de se détacher de l'énergie hydroélectrique dont il dépend à plus de 50%. Au Cameroun, le leader du principal parti d'opposition, Ni John Foudi, a recouvré la liberté le 29 juin, 24 heures après son enlèvement à son domicile situé à Bamenda, au nord-ouest du Cameroun, une région au cœur du mouvement des séparatistes anglophones qui sévit depuis fin 2016 dans le pays. Les explications de Corinne Kamsefem. Pour la deuxième fois en 2 mois, l'opposant historique camerounais Ni John Foudi, leader du Social Democratic Front, a été enlevé puis libéré à Bamenda, au nord-ouest, l'une des régions en proie à la crise sécessionniste. Cet enlèvement survenu entre le 28 et le 29 juin met en exergue une forte pression qu'exercerait sur cet homme politique le mouvement sécessionniste qui recherche des figures fortes comme soutien à leur cause. Ils m'ont kidnappé 2 fois. Ils ont kidnappé 2 fois mon frère, 1 fois ma sœur. Ils ont brûlé ma voiture, mis le feu à l'une de mes parcelles. Ils font tout ça parce qu'ils m'accusent de ne pas les soutenir et ils veulent que je retire mes députés du Parlement camerounais. Je n'étais pas vraiment d'humeur à négocier, mais je leur ai demandé de me libérer pour pouvoir parler à mes députés, mes sénateurs et mes maires pour voir quelle approche adopter. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, secouées par une crise séparatiste depuis fin 2016, sont en effet le bastion du Social Democratic Front. Toutefois, cette formation politique a toujours affiché une position républicaine avec un avis modéré sur le débat autour de la forme de l'État. Sa position sur la forme de l'État, qui est celle d'ailleurs du parti politique qu'il dirige, elle l'est connue. Il a toujours été pour le fédéralisme. Maintenant, ceux qui sont dans le bush et qui alimentent la rébellion sont d'ailleurs eux-mêmes divisés. Certains, les plus radicaux, sont pour la sécession. Cet enlèvement est survenu alors que la mobilisation se poursuit pour la mise en place d'un cadre de dialogue pour une sortie de crise. Le chef de l'État, Paul Biya, en séjour en Suisse depuis le 23 juin, effectue dans ce sens des consultations en vue de poser les bases de ce dialogue qui s'impose désormais comme un impératif majeur. En Mauritanie, la Cour constitutionnelle a confirmé ce lundi, comme prévu, les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 juin, des résultats qui valident l'élection du général Mohamed Ould Razouani, candidat du pouvoir, avec 52% des suffrages dès le premier tour. Les 4 candidats de l'opposition contestent toujours cette victoire et dénoncent des irrégularités. Mais pour les proches de la mouvance présidentielle, la validation faite par la Cour constitutionnelle représente une victoire pour la démocratie. Écoutons à ce propos le journaliste Abdallah Ormatala. Je pense que le résultat est une victoire pour la démocratie africaine, la démocratie du Sahel. C'est un renforcement du système électoral et un ancrage de la démocratie mauritanienne qui a fait ses preuves au moment où le continent est embelli par des reculs de liberté et d'espace démocratique à cause des conflits et des menaces terroristes et des replis identitaires et autoritaires. La Mauritanie réalise un transfert de pouvoir à son président élu à un autre réélu. C'est une victoire technique pour le Conseil constitutionnel qui est une première dans sa version actuelle en Afrique, qui contient des représentants de toute la scène politique, y compris les partis d'opposition représentés au niveau de l'Assemblée nationale. De ce point de vue-là, il y a lieu de se réjouir pour la classe politique et pour le continent. Il y a une autre leçon qui est la plus importante, c'est que le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a prouvé parmi les chefs d'État de sa génération qu'il était d'abord un démocrate, qu'il était un homme populaire,
capable de gagner les élections et convaincre les Mauritaniens pour les diriger et ensuite pour continuer son système à travers des mécanismes démocratiques, ce qui n'est pas à la portée du continent ni d'autres expériences démocratiques. Le nouveau passeport électronique de la communauté est-africaine est disponible depuis le 28 juin au Rwanda. Le pays des 1000 collines est le 4e à le lancer dans la région. Ce nouveau document permettra aux détenteurs d'accéder à 71 pays sans visa. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Fraternda Kaisenga. Ce 28 juin 2019, le Rwanda a lancé un nouveau passeport électronique de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le nouveau document est conforme aux nouvelles spécifications techniques de la zone ainsi qu'à l'Organisation de l'aviation civile internationale, ce qui le rend admissible dans le monde entier selon les autorités rwandaises. À part les signes de la culture rwandaise, le nouveau passeport est équipé d'une technologie de pointe conformément aux normes internationales. Ainsi, il sera très difficile, voire même impossible de le pirater. Comme ça, il est plus crédible que celui que nous avions, qui ne sera plus utilisable en 2021, pour ceux qui en ont encore. Le Rwanda est le 4e des 6 pays membres de la communauté est-africaine qui lance ce nouveau passeport après le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. À part le renforcement des échanges surtout commerciaux au sein de la communauté, le Rwanda entend améliorer son standing de ses documents de voyage. C'est vrai que le passeport que nous avions n'était pas des moindres, mais celui-ci est bien meilleur. Quelquefois, on recevait des alertes de la part des services d'immigration étrangers pour des documents falsifiés portant nos insignes. C'est sans aucun doute que nous confirmons que le standing de nos documents de voyage va s'améliorer. Selon le Henley Passport Index 2019, le passeport kényan a été classé le plus puissant de la région à la 72e position au monde, suivi de la Tanzanie à la 73e place, l'Ouganda à la 76e et le Rwanda à la 84e place. Le nouveau passeport électronique donnera accès d'entrée en 71 pays sans visa à ses détenteurs. Une centrale solaire d'une capacité de 160 mégawatts est en cours d'étude au Zimbabwe. Cette solution pourrait permettre au pays de s'affranchir de sa dépendance à l'hydroélectricité qui lui fournit près de la moitié de la production énergétique. Michael Dangoso. Au Zimbabwe, la compagnie minière Zimpla Holding envisage la possibilité de construire une centrale solaire de 160 MW. Les partenaires techniques de la compagnie étudient la faisabilité du projet pour une conclusion au mois de juillet 2019. Les modalités de financement et le coût total de la centrale seront discutés une fois les conclusions de l'étude connues. Ah oui, c'est un projet extrêmement ambitieux et en phase avec entre guillemets l'écosystème, les problématiques environnementales et en phase avec le 21e siècle. C'est un projet qui s'impose, mais dans une configuration économique et financière qui rend un petit peu, en tout cas le paiement de cette compagnie qui va donc intervenir pour que ce projet soit viable. Le minier Zimpla est spécialisé dans la production de platine. La construction de cette centrale pourrait lui permettre d'obtenir une énergie abordable et fiable pour ses opérations, mais également de réaliser des rentrées de fonds supplémentaires. Le Zimbabwe est très dépendant de l'hydroélectricité. Le secteur a connu au cours de ces dernières années des déficits énergétiques importants. Une baisse d'énergie due à la baisse du niveau de l'eau dans le barrage de Kariba. Les incertitudes dans lesquelles est plongé donc le Zimbabwe sur la question économique et sociale et le budget de l'État, les devises et autres sont complètement quasiment refusées à l'interne et à l'externe. Une situation qui impacte grandement le secteur minier du Zimbabwe. Plusieurs compagnies minières envisagent de plus en plus de construire leur propre centrale électrique afin d'être moins dépendants du réseau électrique national. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.